Bonjour, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur la radio Passion Culturelle RPC dans l'émission Esprit Politique. Nous recevons une fois par mois une personnalité du monde politique pour échanger sur son actualité et sur les grands faits politiques dans le monde. Ces faits peuvent être actuels ou des faits historiques qui ont marqué la politique mondiale. Pour ce jour, Paris, message de la FIDOP au peuple de la Côte d'Ivoire. Dr Gervais Bogassako, président de la FIDOP, Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique, a lancé un message au peuple de la Côte d'Ivoire le 7 août 2020, jour de la célébration des 60 années d'indépendance de ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Il a profité de l'occasion pour fustiger le président Alassane Dramane Ouattara qui veut briguer un troisième mandat à la tête de la Côte d'Ivoire en violation de la constitution de ce pays. Dr Gervais Bogassako. 7 août 1960, 7 août 2020, le jour des 60 ans d'indépendance de la République de Côte d'Ivoire, le chef de l'État déclare la guerre au peuple. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes très chers compatriotes, le 7 août 1960, l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire fut proclamé par l'un des plus illustres de ses fils, feu le président Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, 7 août 2020, au moment où nous célébrons le 60aire de l'accession à l'indépendance de notre nation, des questions essentielles s'imposent à nous. En voici 3. La Côte d'Ivoire est-elle aujourd'hui plus indépendante en réalité qu'hier? Si la réponse est non, parce que nous pensons qu'elle est non, à qui la faute? Mais surtout, quel sort, nous, Ivoiriens, réservons-nous à notre nation avec l'élection présidentielle à venir à laquelle M. Alassane Dramane Ouattara se dit candidat pour un troisième mandat? On se permet aujourd'hui de ressusciter Dramane, puisqu'il l'a ressuscité lui-même. Il y a 10 ans de cela, le 7 août 2010, en pareille circonstance, à l'occasion du cinquantenaire de notre nation, alors que nous devrions nous concentrer sur le bilan du demi-siècle de liberté de notre peuple, malheureusement, nous étions, nous, Ivoiriens, aidés par certains amis sincères de la Côte d'Ivoire, nous étions préoccupés à organiser une élection qui devait mettre fin à une longue période de crise post-électorale déclenchée depuis la mort de feu le président Félix Houphouët-Boigny le 7 décembre 1993. Mais pourquoi? 1. Des désastres de la guerre fratricide des héritiers. Plutôt que de capitaliser les acquis de notre nation qui ont été légués depuis notre enfance à toute la Côte d'Ivoire par les pères fondateurs, à savoir la culture de la paix, de l'amour du prochain, la culture de la tolérance, la culture du vivre ensemble, même avec l'étranger. Les héritiers d'Houphouët-Boigny ont brisé le socle de notre nation ivoirienne. Depuis 1993, au décès du président Félix Houphouët-Boigny, ces héritiers se sont déclarés une guerre fratricide, suicidaire, qu'ils se livrent depuis et qui a fini par détruire la cohésion sociale de notre nation et par ternir l'image de notre nation à travers le monde. Autrefois, la Côte d'Ivoire était qualifiée de pays de paix, dont le premier président a eu même la noble vision d'instituer en 1989, en accord avec l'UNESCO, le Grand Prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour la recherche de la paix. Et il a doté de ce prix-là plusieurs centaines de milliards de nos francs. Celui qui remporte par exemple ce prix a droit à 122 000 euros, c'est-à-dire environ 100 millions de francs CFA. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix
est décerné chaque 2 ans à d'illustres personnalités ayant marqué notre humanité pour leur engagement en faveur de la paix. Ce prix fut attribué en 1991 au monumental Nelson Mandela, l'ancien président de l'ANC, qui deviendra président de l'Afrique du Sud. Et il était co-lauréat avec son prédécesseur, Frédéric de Klerk. 2 ans plus tard, en 1993, l'UNESCO décerne encore ce grand prix Houphouët-Boigny, à qui il le décerne à 3 figures emblématiques de la crise israélo-palestinienne. D'abord, à Isaac Rabin, l'ancien Premier ministre israélien, avec son ministre des Affaires étrangères, Shimon Peres, ainsi qu'à M. Yasser Arafat, l'inoubliable figure de l'autorité nationale palestinienne. Je ne veux pas faire l'injure à M. le maire qui est ici présent parce qu'il est un élu français. J'ai aussi ma compatriote qui est une élue française. Je ne veux pas vous faire l'injure de ne pas citer M. François Hollande qui obtint le prix en 2013. Non pas qu'il n'est pas une personnalité de haut rang, mais simplement que le prix qui fut offert au président François Hollande est discutable. En réalité, les fondamentaux de l'UNESCO disent que c'est dans l'esprit que naissent les guerres, donc c'est dans l'esprit des hommes que nous devons élever les ferments de la paix. Autrement dit, on ne peut pas décerner un prix pour la paix à quelqu'un qui a fait la guerre. Or, François Hollande a obtenu ce prix-là en ayant fait la guerre au Mali. Une guerre qui n'est pas terminée et une guerre qui continue de s'enliser. Donc en réalité, nous n'étions pas d'accord avec ce prix. De même que nous ne sommes pas d'accord avec le prix qui fut remis à M. Barack Obama au moment où il arrivait au pouvoir, le prix Nobel de la paix, je veux dire. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, quelle est l'image de la Côte d'Ivoire à travers le monde, mesdames et messieurs? Notre pays a fait son entrée dans le club triste des pays à coup d'État. En 1999, en 2000, etc. Notre pays a abrité la plus grave crise post-électorale de la planète, avec au moins 3 000 morts. Mais en réalité, nous sommes entre 3 000 et 16 000 morts pour une élection, parce que quelqu'un veut devenir président de la République. Notre pays connaît en permanence des crises et des tensions politiques graves. Et ça, c'est quotidien. Toute notre jeunesse a été baignée là-dedans. Parce qu'après, vous faites, il n'y a plus de consensus. On ne veut pas appliquer la démocratie. Et nos aînés se battent. Et nos enfants se meurent. Et la Côte d'Ivoire s'enlise. Et le comble, depuis le 30 juillet, la Côte d'Ivoire a aujourd'hui le Premier ministre dont la réputation est la plus souillée de la planète, au regard de son accusation alléguée dans un trafic de drogue mondial. Mais le pire, le 6 août 2020, M. Alassane Dramane Ouattara, autant pour moi, a choisi de tuer la démocratie en Côte d'Ivoire. Cet homme veut anéantir 30 années de lutte démocratique que nos aînés, dont le président Laurent Gbagbo, se sont rendus les artisans. Houphouët-Boigny est le père de la nation ivoirienne, mais Laurent Gbagbo est le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. Grâce à Laurent Gbagbo et à ses amis, nous sommes partis du parti unique, aujourd'hui au multipartisme. Et c'est cet acquis-là que M. Alassane Ouattara voudrait nous arracher. 2. Face à cette déclaration de guerre, les Ivoiriens doivent se dresser. Ivoiriens, Ivoiriennes, mes très chers compatriotes, dans son dernier discours à la nation de jeudi 6 août 2020, M. Alassane Dramane Ouattara a ouvertement déclaré la guerre au peuple souverain de Côte d'Ivoire. Alors que les Ivoiriens espéraient entendre des paroles rassurantes, donnant un coup d'accélérateur à la réconciliation nationale et à la paix, comme par exemple l'annonce de l'accord de l'État de Côte d'Ivoire pour accueillir enfin le président Laurent Gbagbo
et les personnalités en exil. Je veux parler de M. Guillaume Soro. Je veux parler du ministre Akossi Benjo. Je veux parler de tous les ministres qui sont en exil. Au moment où nous attendions que l'État de Côte d'Ivoire ouvre enfin les bras aux Ivoiriens pour qu'ils rentrent. Non, M. Alassane Ouattara a décidé plutôt de trahir la nation. Nous considérons que, autant pour moi, donc nous considérons que en cette période préélectorale, le régime Ouattara plonge à nouveau notre nation dans le terrorisme politique auquel les hommes politiques dans de nombreux États africains ont habitué les populations à la veille de chaque élection présidentielle. Les Ivoiriens sont apeurés et angoissés. Encore une fois, ils se demandent à quel saint ils seront voués, à quel Dieu se vouer. Ils se demandent ce qui va se passer. Les temps sont de nouveau sombres dans le ciel ivoirien. Le pays et les habitants sont de nouveau en danger. Mesdames et messieurs, tout le monde le voit. Mais M. Alassane Dramane Ouattara et son régime dictatorial refusent de regarder la vérité en face. Ils refusent de se poser les vraies questions et de trouver des solutions. Trop, c'est trop, ça suffit. Pourquoi cet homme est si cruel avec les Ivoiriens? Comment ne peut-on pas comprendre l'évidence? Comment ne peut-on pas admettre que la commission électorale indépendante peut causer une autre crise post-électorale? Mais je ne sais pas, qui ne peut pas voir ça? Qui ne peut pas le comprendre? Parfois, on se demande, mais est-ce que c'est nous qui sommes fous ou bien quelque chose se passe? La commission électorale n'est pas consensuelle. Le code électoral a été décidé par le chef de l'État lui seul. Un code, si vous voulez, c'est la règle du jeu. Comment un acteur, aujourd'hui candidat, va se permettre lui seul de définir les règles? Exemple, dans notre pays, on payait 20 millions de francs CFA comme caution. Mais ça, c'est petit, parce que l'argent, les hommes politiques ont des relations, ils peuvent trouver. Mais il parle de parrainage. Le parrainage, c'est nouveau dans notre pays. Donc, il lui fallut une concertation entre les politiques et la société civile pour que nous nous mettions d'accord pour désigner comment, pour être d'accord sur le niveau de parrainage, malheureusement. Comment peut-on, et enfin, comment peut-on admettre que M. Alassane Ouattara, qui est inéligible de façon notoire en Côte d'Ivoire, selon les lois ivoiriennes, puisse prétendre briguer un troisième mandat présidentiel au mépris du principe fondamental de l'alternance démocratique et en violation de la constitution ivoirienne? Pour nous, à la FIDOP et à Grande Afrique, c'est la ligne rouge qui ne devrait jamais franchir et qui l'a franchie. C'est pourquoi, ce 7 août 2020, au nom de la FIDOP et de Grande Afrique, nous avons décidé d'assumer nos responsabilités jusqu'au bout. Trois, enfin, notre mot d'ordre. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, considérant que les conditions ne sont guère réunies pour la tenue d'une élection présidentielle démocratique, juste, transparente, inclusive et apaisée en Côte d'Ivoire, à cause de la commission électorale indépendante, inféodée au régime au pouvoir, à cause du code électoral taillé sur mesure, à cause des listes électorales déjà frauduleuses, considérant que la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara constitue une haute trahison, un véritable coup d'État constitutionnel et même une déclaration de guerre à l'égard du peuple souverain de Côte d'Ivoire, en ce que non seulement cette candidature viole la constitution ivoirienne, mais surtout, elle consacre le mépris du chef de l'État à l'égard du peuple, en ne respectant pas l'engagement qu'il avait pris très solennellement devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès le 5 mars dernier. Vu que le chef de l'État ivoirien, lors de son dernier discours, n'a pas daigné répondre favorablement à l'appel d'une grande partie de la population ivoirienne qui réclame et attend toujours le retour du président Laurent Gbagbo et de toutes les personnalités encore en exil pour sceller la réconciliation et la paix,
qu'au contraire, M. Ouattara a, par omission volontaire, confirmé son refus de délivrer un passeport diplomatique à un ancien président de la République et a même osé, sacrilège, supprimer le nom de M. Laurent Gbagbo de la liste électorale. Refusant donc de cautionner ce cynisme et cette cruauté du dirigeant ivoirien qui se comporte tel un véritable tyran, lequel conduit ainsi inexorablement les populations du pays vers une autre guerre électorale, sans doute plus meurtrière que celle de 2010-2011. 1. Nous prenons solennellement l'engagement, ce vendredi 7 août 2020, en commémoration des 60 ans d'indépendance de notre chère nation, de tout mettre en œuvre, usant de tous les moyens démocratiques et populaires possibles, afin que l'élection présidentielle prévue le 31 octobre 2020 en République de Côte d'Ivoire ne se tienne pas en l'état. Deux, nous exigeons le report de cette élection présidentielle et la mise en place dès le 1er novembre 2020 d'un gouvernement de réconciliation nationale ayant pour but principal d'organiser une élection démocratique, juste, transparente, inclusive et apaisée. Car, élection, d'accord, mais la paix et la vie des populations d'abord. Et notre exigence est non négociable. 3. Le jour où le Conseil constitutionnel osera proclamer que M. Alassane Ouattara est autorisé à briguer un 3e mandat et que M. Laurent Gbagbo, par exemple, est exclu de cette élection, nous appelons tous les Ivoiriens, où qu'ils se trouvent, à la désobéissance civile. 4. Nous invitons les Ivoiriens à bloquer les rues. Nous inviterons donc les Ivoiriens à bloquer les rues partout en Côte d'Ivoire et à envahir toutes les ambassades ivoiriennes à l'extérieur tous les jours et surtout le 31 octobre 2020 afin qu'aucune élection ne se tienne ce jour-là. 5. Nous demandons à tous les candidats déjà déclarés de mettre en veilleuse leur candidature pour rejoindre la lutte sans hypocrisie en vue de l'organisation d'une élection juste, inclusive et démocratique. Il ne s'agit pas de boycotter l'élection, mais d'exiger et d'obtenir des conditions justes, d'où le report, auquel cas vous êtes déjà battus avant même d'aller à l'élection. 6. Nous invitons toute la diaspora, sans distinction de parti politique, ni d'association, et je répète, sans distinction de parti politique, ni d'association, à une grande manifestation populaire contre ce 3e mandat de M. Alassane Ouattara. Et nous proposons, Monsieur le maire, Monsieur le ministre, la date du 15 août, parce que plus tard, ce sera trop froid. Il faut battre le fer quand il est chaud. Et nous nous organiserons pour que toute la diaspora se mobilise, pour que le 15 août, on nous sente à l'intérieur de Paris et après, on fera d'autres programmes. 7. Enfin, au plan diplomatique et judiciaire, et nous en aurons fini, la FIDOP et Grad Afrique saisiront dès ce lundi 10 août 2020 le secrétaire général de l'ONU, le Conseil de sécurité, mais également de façon formelle peut-être, la Cour pénale internationale d'une requête contre le chef de l'État Alassane Dramane Ouattara qui sera tenu pour principal responsable de tout ce qui adviendra en Côte d'Ivoire en rapport avec cette élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je lance donc un appel solennel à tous les Ivoiriens pour une mobilisation générale en faveur de la réconciliation et de la paix en Côte d'Ivoire
avant l'organisation de toute élection. À vous tous, mes chers compatriotes du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest et du centre de la Côte d'Ivoire, à vous tous, mes chers compatriotes de la diaspora, mes chers compagnons de lutte dans ce noble combat pour la dignité de notre patrie et la survie de nos populations. Chers compatriotes, chers démocrates, chers souverainistes ivoiriens, chers panafricanistes, chers leaders d'opinion ivoiriens, à vous, hommes et femmes de foi, servantes de serviteurs sincères de Dieu, chrétiens et musulmans, je vous prie, je vous supplie même de vous mobiliser toutes et tous afin qu'ensemble, nous puissions sauver la Côte d'Ivoire et redonner espoir à notre nation. Car aucun poste politique, fût-il présidentiel, ne vaut la vie d'un être humain. Et je répète, aucun poste politique, fût-il présidentiel, ne vaut la vie d'un être humain. La Côte d'Ivoire, notre patrie, nous appelle. Soyons au rendez-vous de l'histoire. Vive la Côte d'Ivoire et vive l'Afrique. Vive la démocratie. Je vous remercie. Voilà. Deuxième partie, à l'appel du mouvement GPS de l'ex-président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafori Soro, en exil en France, plus d'un millier d'Ivoiriens de la diaspora se sont rassemblés au Trocadéro à Paris contre l'intention du président Alassane Dramane Ouattara de briguer un troisième mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Étaient présents d'autres mouvements politiques tels que le PDCI-EDA d'Henri Konabédié, le FPI de Laurent Gbagbo, leader de Mamadou Koulibaly, TPLP de Serge Loba, des organisations de la société civile et des cyberactivistes. Gonflés à bloc, ils ont tous émis un tir groupé sur le président Alassane Dramane Ouattara contre son intention de violer la constitution ivoirienne. L'émission Esprit politique était présente pour vous. Écoutons aussi la déclaration de Serge Loba, président du mouvement de la société civile TPLP, sur le même sujet. La liberté du peuple est sa libération. Le peuple a une connaissance naturelle de l'intégrité passée de sa liberté.
Mes chers frères et concitoyens, bonjour. Je suis Akeraïm Serge Loba, président de TPLP, qui est un mouvement citoyen qui veut dire tout par le peuple. Déclaration de TPLP. Suite à l'annonce de la candidature du président Ouattara pour un 3e mandat, dans son message à la nation du 6 août 2020, la veille même de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État, M. Alassane Ouattara, a confirmé contre toute attente son intention de briguer un 3e mandat. Cette annonce extrêmement grave, qui aurait dû survenir en d'autres circonstances, voire devant les instances de sa famille politique, est non seulement en parfaite contradiction avec sa parole solennellement donnée le 5 mars 2020 devant le peuple et le Parlement, à travers sa représentation nationale, mais aussi et surtout une violation flagrante de la Constitution de notre pays, qui ne lui permet pas de faire plus de 2 mandats à la tête de l'État. TPLP exprime toute son inquiétude face à ce qui pourrait constituer une violation flagrante de la Constitution, et on appelle au rassemblement des Ivoiriens. TPLP dénonce avec la plus grande vigueur cette forfaiture. Le président de TPLP en exercice que je suis vous invite, valeureux peuple de Côte d'Ivoire, à se rassembler autour de cette inquiétude commune, de sorte qu'on trouve ensemble une solution rapide à cette crise qui pointe son nez à l'horizon. Je vous remercie. Introduction. La démocratie n'est pas un fait. La démocratie est un système politique dans lequel des citoyens et des citoyennes participent activement dans les affaires publiques et le gouvernement élu librement conduit la société selon les lois et la Constitution. Les partis politiques jouent un rôle nécessaire dans les sociétés démocratiques. Les partis politiques efficaces et démocratiques permettent la participation des citoyens et citoyennes dans le système politique et servent à renforcer la confiance et l'engagement du peuple dans le processus démocratique. Les partis bien organisés fondés sur des valeurs et principes démocratiques sont aussi en meilleure position pour représenter les besoins des populations et pour gagner l'appui populaire lors des élections. Ce manuel de formation est le deuxième d'une série de modules destinés aux membres des partis politiques. Il traite de l'organisation interne des partis politiques en vue de renforcer les connaissances et les capacités des participants au programme.
Vous trouverez en annexe un résumé du module avec des exercices en vue de mettre ce Moodle en pratique au niveau local des partis politiques. Introduction II Chapitre 1 L'organisation interne 1 Valeurs démocratiques 2 La pratique de la démocratie interne 4-6 Aspects de la démocratie interne 4 Chapitre 2 Le statut du parti 7 Les fonctions du statut 7 S'assurer que tout le monde comprend statut 8 Chapitre 3 Les bases de regroupement 9 La structure territoriale 9 La structure sectorielle 11 La structure électorale 12 Exemples de structuration 13 Exercice 15 Chapitre 4 Les individus dans le parti 17 Les membres 17 Les sympathisants 20 Les tâches 20 Les dirigeants 21 Exercice 1 23 Chapitre 5 Les mécanismes d'organisation 25 Les outils 1. Organigramme de communication 26 Exercice 1 27 2 Liste des membres 27 Exercice 2 28 3 Organisation de réunion 28 4 Rapport et archives 29 Chapitre 6 Un leadership démocratique 31 Qualité fondamentale 32 Éléments d'un leadership efficace 32 Ce que chaque leader efficace doit savoir 33 Exercice 1 35 Travail d'équipe 36 Exercice 2 36 Éléments pour la cohésion de l'équipe 38 Exercice 3 39 Référence 40 Annexe 41 L'organisation interne d'un parti politique Définition L'organisation interne est la manière qu'un parti s'organise et se structure intérieurement pour permettre à ses membres et ses sympathisants de travailler ensemble dans le contexte partisan. Dans cette structure, les membres et les sympathisants peuvent prendre des décisions partisanes et transmettre les idées, objectifs et projets du parti aux autres membres et aux citoyens. Un parti politique est un groupe de personnes qui s'organisent autour d'une idéologie et des intérêts politiques. La force et la stabilité d'un parti politique sont étroitement liées à l'organisation interne de ses membres et l'intégration de leurs différentes opinions. En outre, la structure interne d'un parti politique doit être intégrante et démocratique. L'opinion de la majorité doit prévaloir en respectant l'individualité et les groupes minoritaires. L'union fait la force, mais il faut en même temps respecter les droits des minorités. La structure ou l'organisation interne d'un parti politique démocratique doit alors offrir des opportunités aux membres de participer dans l'œuvre du parti. Dans un parti politique démocratique, les membres peuvent participer ouvertement et librement dans toutes les activités partisanes pour que le parti soit en meilleure capacité d'accéder au pouvoir et de gouverner le pays. Chapitre 1 2 à valeurs et processus démocratiques à l'intérieur du parti. La base d'un parti politique, tout comme les racines d'un arbre, doit être solide si le parti veut croître et réussir. La force et la stabilité d'un parti politique national et le succès de ses candidats comme élus à tous les niveaux sont étroitement liés au nombre et à la participation de membres actifs et de sympathisants du parti au niveau local. Pour cela, un parti politique a besoin d'une bonne organisation interne qui permet aux membres de participer dans la prise de décision du parti, ainsi que dans la planification et l'exécution de projets partisans organisés au niveau local, départemental et national. Dans ce sens, un parti doit être démocratique à l'intérieur de lui-même. Cela veut dire que sa structure met en pratique des valeurs et des mécanismes démocratiques qui permettent aux membres de participer et qui rendent le parti accessible aux populations de différentes communautés. Les principes démocratiques ont de grandes fonctions. 1. Ils définissent les droits et devoirs des membres dans le parti. C'est donc un principe matériel, de valeurs et de droits. Et 2. Il structure et implique des procédures à l'intérieur du parti, un principe d'organisation des relations entre les membres. La démocratie interne rend un parti politique plus participatif, inclusif et dynamique. Les membres sont les agents du parti qui attirent d'autres membres pour élargir la base du parti, en les encourageant à participer dans un cadre de règles que chacun respecte. Le parti devient plus fort. Participation des membres. Si un parti est transparent et démocratique, cela veut dire que les informations et les prises de décision faites par les dirigeants et organismes du parti sont partagées avec les membres et qu'il y a une bonne communication interne. Les membres sont mieux informés et comprennent la politique et les actions du parti. De ce fait, ils peuvent être plus enthousiastes, engagés et en meilleure disposition pour représenter et agir au nom du parti. Ils sont aussi en meilleure position pour partager le message du parti avec d'autres personnes qui pourraient être de futurs membres.
En outre, de recruter activement de nouveaux membres et élargir les bases du parti. 3. À l'écoute des membres. Quand un parti est à l'écoute de ses membres, cela veut dire que le parti consulte ses membres. Les militants à la base peuvent alors exprimer leurs intérêts au sein du parti. Une bonne organisation à la base et un bon processus de communication entre la base et les dirigeants départementaux et nationaux permet au parti de mieux comprendre les intérêts locaux et de développer des projets qui répondent à la réalité des membres à la base. Cette bonne communication peut servir à encourager les membres dans leur travail partisan. Petit à petit, le parti renforce ses bases et a de meilleures chances de gagner les prochains scrutins pour exécuter ses projets et gouverner au niveau local, départemental et local. À l'écoute des populations locales, la présence du parti à la base, à travers ses membres, lui permet aussi de développer ses relations avec les populations locales. Quand les membres sont présents et actifs au niveau local et quand ils se sentent inculpés dans l'organisation du parti, ils sont en meilleure capacité de transmettre le message du parti aux citoyens locaux, ainsi que d'écouter les intérêts et les préoccupations des populations. Ces consultations servent à renforcer les relations entre le parti et les populations locales. Cela, par la suite, peut aider le parti à être plus populaire et à attirer de nouveaux sympathisants et membres. À se souvenir, un parti qui pratique la démocratie interne permet à ses membres d'exprimer librement leurs vues, est représentatif de la plupart des secteurs de la société. Il favorise l'adhésion des femmes et des jeunes, encourage la participation de tous les membres, fait preuve de tolérance envers les idées différentes, respecte les règles et les procédures établies en vue de faciliter le processus de prise de décision, et maintient la responsabilité des leaders à l'égard des membres et des adhérents. 4. Au sein d'un parti politique, comme dans un pays, la démocratie ne va pas s'épanouir simplement parce qu'elle est proclamée. En fait, la démocratie interne du parti peut être compromise par des facteurs tels que une direction isolée ou des structures de communication insuffisantes, un manque de changement ou de renouvellement de la direction, des membres du parti marginalisés et des pratiques autoritaires et un manque de tolérance. Parfois ces facteurs créent une situation dans laquelle quelques individus dominent les affaires du parti sans juste considération pour la grande masse des membres. Une telle situation empêche l'inclusion et limite l'opportunité pour les membres de façonner la politique d'un parti. L'adhésion d'un parti à des principes démocratiques devrait être reflétée non seulement dans son statut, mais également dans les interactions quotidiennes entre les leaders et les membres. En fait, un parti doit être déterminé à pratiquer un comportement démocratique. Pour cela, les principes d'organisation et de fonctionnement doivent avoir pour but de promouvoir une véritable démocratie au sein du parti et de lui garantir la cohésion et les moyens indispensables et adéquats de mobilisation des masses autour des objectifs de développement. Ces 6 aspects de la démocratie interne. La démocratie interne d'un parti politique est liée à 6 aspects. 1. Sélection des leaders du parti. Il existe des règles et des procédures internes pour la sélection des leaders, tels que des critères comme le nombre d'années que la personne est membre ou une élection à l'intérieur du parti pour élire les leaders. Un parti politique a la pratique de la démocratie interne. 5. Généralement des organes chargés de l'organisation d'élections internes, tels que l'Assemblée générale ou un congrès national. 2. Choix des candidats électoraux. Pour assurer la plus grande participation des membres dans le choix des candidats aux élections, le parti peut organiser 1. Des conventions ou des assemblées où un groupe de délégués représentant les différents secteurs du parti élit des candidats. 2. Des élections à l'intérieur du parti où tous les membres votent pour choisir les candidats. 3. Définition de la plateforme politique du parti. Les membres doivent participer dans la définition de la plateforme politique du parti. Ceci peut se faire par les membres lors d'un congrès national ou par un comité de membres délégués et représentatifs des secteurs du parti. 4. Contrôle financier et mesures contre la corruption. Puisque le parti est une organisation de membres, il est important que le financement du parti reflète les valeurs démocratiques et transparentes du parti et qu'il rejette toute forme de corruption. Chaque parti doit avoir une commission financière chargée de gérer les fonds du parti. 5. Représentativité de ses membres. Un parti démocratique doit avoir une proportionnalité des membres qu'il dit représenter, tels que les femmes, les ouvriers, les professionnels, la jeunesse, etc. 6. Droits fondamentaux des membres. Il doit exister un contrôle statuaire et légal interne pour gérer les relations entre les membres. Ces règles doivent être en accord avec la constitution du pays, les conventions des droits humains,
par exemple les lois contre la discrimination, et les lois qui gouvernent les élections et le fonctionnement des partis politiques. 6. Un parti démocratique aura des mécanismes et des organismes d'organisation pour l'application des valeurs et principes démocratiques à l'intérieur du parti, des mécanismes de communication entre les dirigeants et les membres du parti, un respect des structures et des fonctions de chaque organisme de direction et de chaque commission de travail dans le parti, un mécanisme de convocation des divers organismes du parti conforme au statut du parti, une circulation d'informations, qui inclut des rapports réguliers sur les affaires internes du parti ainsi que des comptes rendus, entre les membres du parti, un échange permanent d'opinions de direction horizontale, parmi les membres à l'intérieur des différents secteurs et niveaux, et de direction verticale, entre les membres et les dirigeants du parti, la participation des membres et des organismes du parti dans les discussions menant aux prises de décision et de stratégie du parti est une opportunité pour tous les membres de contribuer au développement du parti et d'en connaître la mission et les points de vue politiques du parti suffisamment bien pour pouvoir en être l'avocat. Le statut du parti, les valeurs, principes et mécanismes de démocratie interne du parti politique sont élaborés dans le statut, la constitution ou la charte du parti. Chaque parti politique a une raison d'être ou une mission qui est basée sur des valeurs et principes fondamentaux. Ces valeurs définissent l'objectif du parti ainsi que son programme politique, qui non seulement explique les goals du parti, mais aussi les moyens pour arriver à ces objectifs. Les valeurs sont élaborées dans le statut ou la constitution ou la charte du parti politique. À les fonctions du statut, le statut explique la structure du parti. Typiquement, la constitution d'un parti définit l'idéologie, les principes et les objectifs du parti, définit l'éligibilité des membres, classifie les positions de direction et explique les méthodes de sélection des leaders, décrit le rôle et la relation entre les différentes unités administratives au niveau national, régional et local, établit des commissions permanentes ou des groupes de travail dans des domaines importants tels que le développement de la politique, de la finance et de la communication. Chapitre 2b. S'assurer que tout le monde comprend le statut. Tous les membres du parti doivent comprendre et connaître le statut et l'organisation du parti de sorte que l'un ou l'une se trouve dans une meilleure position possible pour participer à l'œuvre du parti. Chapitre 2. Exercice 1. Le statut de mon parti politique. Étudiez bien le statut de votre parti politique. Voici quelques questions pour vous aider à mieux examiner votre statut. 3-4. Quand est ce que le parti a été fondé? 3-4. Quelle est la mission du parti? 3-4. Quels sont les principes et les valeurs fondamentales du parti? 3-4. Y a-t-il une idéologie particulière? 3-4. Est-ce que le parti est membre d'une organisation internationale? 3-4. Est ce que mon parti a une devise? 3-4. Quels sont les critères pour être membre de mon parti? 3-4. Quels sont les droits et les devoirs des membres? 3-4. Quelle est la structure de la direction de mon parti? Les bases de regroupement. Un parti politique est structuré de différentes manières qui dépendent de sa conceptualisation idéologique, de sa tradition historique, de la géographie du pays, des secteurs sociaux, des cultures dans le pays et d'autres éléments qui définissent les intérêts et la raison d'être du parti. Les deux critères permanents et plus importants dans l'organisation des membres du parti sont 1. La division administrative et politique du parti qui est basée sur la structure territoriale du pays ou la répartition des populations aux différents niveaux du pays, tels que le niveau départemental, communal et section communale. 2. Les secteurs sociaux et culturels ou les intérêts qui rapprochent certains membres. Il existe aussi une structure non permanente autour des élections. À la structure territoriale. En parlant de la structure territoriale, on parle du plan de décentralisation du pays où les habitants sont repartis. Dans cette structure, le parti a de différentes organisations administratives et politiques aux différents niveaux tels que le niveau national, départemental, communal et section communale. Cette structure est liée à la circonscription électorale du pays. Par exemple, un chapitre 3 dit parti peut avoir un comité départemental dans chaque département. Ces comités peuvent avoir un membre de chaque commune dans le département. Il existe aussi des problèmes qui touchent plus que l'une organisation administrative comme une commune. Là, la coordination entre les différentes organisations administratives est très importante et les délégués de chaque endroit affecté peuvent former une commission spéciale pour adresser le problème. Par exemple,
Une rivière peut être polluée et affecter toutes les communes où elle coule. Dans ce cas, les délégués du parti dans les différentes communes peuvent créer une commission régionale qui les permet de réfléchir sur le problème ensemble. La structure sectorielle ici, le parti est organisé en comité ou en association de membres qui sont liés par des intérêts particuliers. En formant une association de membres du parti centrée sur un intérêt spécifique, les membres peuvent parler avec une seule voix et avoir plus d'influence sur la politique du parti et du pays dans le cadre de leur intérêt spécifique. Il est important de prendre note que les regroupements peuvent avoir une qualité territoriale aussi, mais le plus important est leur intérêt en commun. Il existe donc différents secteurs à l'intérieur du parti, par exemple, le secteur des professionnels, des commerçants, des jeunes ou des étudiants, des femmes, des marchands au marché. Voici un exemple. Certains membres du parti Tomounansan ont créé les associations suivantes, basées sur leurs intérêts spécifiques. Association de la jeunesse de Tomounansan. Les membres qui ont en dessous de 35 ans ont créé une association pour exprimer leurs intérêts et besoins en tant que jeunes membres du parti. Ils s'organisent dans les universités, les lycées et les communes dans le pays. Ils ont un congrès dans chaque département pour identifier leurs priorités. Ils organisent des journées portes ouvertes avec leurs leaders nationaux pour étudier le travail des leaders et recevoir de la formation pour qu'ils puissent un jour prendre les rênes du parti. Association des personnes âgées du parti Tomounansan. Les membres du parti qui ont plus de 50 ans se rassemblent dans chaque département pour influencer la politique du parti envers les personnes âgées. L'année dernière, ils ont demandé au ministre de la Santé du pays de construire des nouveaux centres de santé pour les personnes âgées. Association des femmes de Tomounansan. Les femmes qui sont membres du parti ont créé un programme d'alphabétisation pour les jeunes filles dans chaque département. Elles se réunissent tous les mois dans les 12 communes pour identifier les besoins des femmes dans le pays. Association des commerçants de Tomounansan. Les membres du parti qui ont un petit commerce se réunissent pour étudier les taxes et les conditions de leur travail. Ils plaident les leaders du parti à faire des propositions au gouvernement pour réduire les taxes. C'est la structure électorale pour mieux s'organiser dans le cadre des élections. Les partis politiques créent souvent des structures électorales qui travaillent dans les tâches concrètes du processus électoral, telles que les travaux dans le bureau de vote, le bureau électoral communal et le bureau électoral départemental le jour des élections, la propagande, et les activités du candidat, etc. Cette structure comprend des comités spécifiques qui organisent les activités du parti et des candidats particuliers. Ce n'est pas une structure permanente car elle est focalisée sur les élections, mais c'est important de la prendre en compte car elle sera traitée dans un autre module 13 des exemples de structuration du leadership pour mieux s'organiser. Un parti peut avoir des structures organisatrices, telles que 3-4 assemblées ou un congrès national, 3-4 comités exécutifs, 3-4 comités départementaux, 3-4 comités communaux, 3-4 comités sections communales. Ces structures représentent des organismes de direction aux différents niveaux du parti. Ils comprennent des membres actifs qui ont été élus ou nommés pour prendre un rôle plus important dans la direction du parti. Ces comités participent dans l'élaboration et l'organisation de projets aux différents niveaux du parti. Chacun a un agenda spécifique avec des tâches complémentaires pour la mission du parti. Dans chaque comité se trouvent des responsables qui coordonnent leurs actions. Ci-dessous se trouvent quelques titres généraux et descriptions de postes pour les officiels clés dans les partis politiques dans la plupart des niveaux moyens de l'organisation départementale, communale et section communale. 3-4 présidents, dirigent le siège du parti et le programme offre des objectifs concernant le recrutement des membres, les finances, communication, etc., encourage la participation des officiels élus et des activistes civiques, effectue la coordination avec les branches avoisinantes, facilite la prise de décision, assume la responsabilité pour le succès financier et politique du bureau local, et reconnaît et utilise les talents et l'expertise des membres. 3-4 vice-présidents, offre son aide et son support au président, délègue pour agir en fonction de président lorsque cela s'avère nécessaire, préside les sous-commissions spéciales, et dirige l'appel social vers les groupes locaux clés, par exemple, les fermiers, les étudiants, etc. 14-3-4 secrétaire organise les locaux pour les réunions du parti, prend des notes lors des réunions, produit des rapports concernant les réunions précédentes, consulte le président concernant l'agenda des réunions, prépare des rapports et autres documents qui seront soumis lors des réunions, collabore avec le trésorier pour la présentation d'un rapport financier,
informe les membres de l'agenda et de la date de la prochaine réunion, enregistre la participation aux réunions du parti, fournit des formulaires d'inscription, collabore avec le trésorier pour recevoir les cotisations des membres, tient à jour des listes courantes des membres, certifie le passage d'informations telles que des nouvelles résolutions à travers le procès-verbal des réunions. 3-4 Trésorier établit le budget du parti et s'assure de la promptitude des paiements, des coûts, assume la responsabilité entière de la gestion des fonds, effectue la coordination de la collecte des cotisations avec le secrétaire du parti, effectue la liaison avec le trésorier de la circonscription électorale, et collabore avec le secrétaire du parti pour le rapport financier. Il existe d'autres positions clés dans l'administration d'un parti, telles que les directeurs des communications, des finances, de la recherche, de la formation, de l'organisation et du recrutement des membres et dans les affaires juridiques et légales. Il y a aussi des associations spécifiques comme les regroupements de jeunes, de femmes ou d'ouvriers. Au niveau local, où les ressources sont souvent limitées, une seule personne peut assumer les responsabilités associées à plusieurs de ces positions. De plus, dans de nombreux partis politiques à travers le monde, tous les responsables au sein du parti sont volontaires, et non des employés salariés.